Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Un épisode un peu spécial parce qu'on est tous sous le choc, nous les Français. Il s'est passé des trucs super graves ces dernières semaines. Le 19 octobre, on imagine que vous avez été bouleversés, comme nous, par le vol des bijoux de la reine de l'impératrice. Ah, moi-même le lendemain, j'étais encore sous le choc. Heureusement, il y avait Darmanin sur France Inter. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin au micro de France Inter, alors que les Français se réveillent ce matin encore sous le choc du spectaculaire cambriolage qui a eu lieu hier au musée du Louvre. 8 bijoux dérobés d'une valeur patrimoniale inestimable. Donc voilà, c'est dit, les Français étaient sous le choc. Et en même temps, la valeur des bijoux, elle était inestimable. Donc on peut les comprendre, les Français. Oui, dans les grands médias, c'est vite devenu un drame national, ce cambriolage. Bon, il y a Le Monde qui a essayé de prendre tout le monde un peu à contre-pied. Des objets uniques à la valeur inestimable, selon le ministre de l'Intérieur. Alors au Monde, nous avons contacté un expert en joaillerie et montres de collection. Et nous lui avons demandé de trancher. Est-il réellement impossible d'estimer le butin des voleurs ? Moi, ça me fait rire. Évidemment, c'est estimable. Pour notre expert, l'ensemble du butin vaudrait entre 50 et 100 millions d'euros lors d'une vente publique. Mais les voleurs ne pourront pas en tirer ce prix-là, car il est admis que la valeur du recel est entre 5 et 10% de la valeur du marché, soit environ 5 millions d'euros ici. C'est pas mal quand même, hein. Aujourd'hui, on entend le chiffre de 88 millions d'euros. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Pour vous donner un ordre de grandeur, le budget annuel du Louvre, selon la Cour des comptes, c'est 323 millions d'euros. Ils auraient vendu ces bijoux, ils auraient pu faire tourner le musée pendant 4 mois. Oui, mais on ne vend pas les bijoux de la reine du Second Empire. Les Français, ils sont attachés à leur impératrice, je sais plus laquelle là. Si ça se trouve, c'était leur bijou préféré de leur impératrice préférée. Comprends qu'ils soient sous le choc. Il y a quelqu'un chez moi à Tourcoing qui m'a dit Monsieur le maire, on a l'impression d'avoir été un peu cambriolés. Je pense que les Français ce matin, ils ont tous un peu l'impression, enfin je crois une grande majorité, les Français d'avoir été cambriolés. Ah, ce bruit de bouche dégueulasse. Bon, ça suffit Darmanin, on arrête avec Darmanin, mais on continue sur les bijoux. On en disait quoi des bijoux sur les plateaux chics de France Culture ou de C'est ce soir ? Je ne compte plus le nombre de conversations qui commencent par « dis, c'est toi qui as fait le coup ». C'est un peu la blague quand on n'a pas de blague. Notre ami Arthur Chevalier, qui n'est pas un collectionneur, mais qui connaît très bien le Premier Empire. C'est lui. Non, mais c'est... On fait des blagues tout simplement parce que cela fait rire les Français. Bon, on rigole déjà un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de blagues, hein, pas seulement chez nous, mais dans le monde entier. Oui, enfin, à C'est ce soir, ils ont pas que rigolé. Ils avaient aussi invité Éric Anso, un historien qui, lui, prenait la chose très au sérieux. Vous avez une 50aine de rubis, une 50aine d'émeraudes et 250 perles. Mais c'est pas ça. C'est que ces perles et ces diamants ont été assemblés par les meilleurs orfèvres de l'époque. Et alors oui, un très beau bijou, mais les pierres précieuses là, elles venaient pas de France, hein. Ça, on l'a peu rappelé, mais Agi+ a fait une petite vidéo sur le sujet qui nous donne quelques infos qui auraient pu être intéressantes dans le débat. En ce qui concerne la parure d'émeraude de l'impératrice Marie-Louise, cadeau de mariage offert par Napoléon Ier en mars 1810, il est possible qu'il s'agisse d'émeraudes minées par de la main-d'œuvre autochtone, exploitée par les Espagnols, probablement en Colombie. Les pierres de la couronne de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense viennent probablement d'Inde et de Colombie, et le diadème de l'impératrice Eugénie combinerait des diamants indiens, brésiliens et des perles du golfe arabo-persique ou de l'océan Indien. Bref, ces bijoux sont aussi un témoignage de l'exploitation coloniale au service des cours européennes et pas juste un témoignage du savoir-faire français. Et oui, la splendeur passée de nos familles royales, elle s'est aussi construite très concrètement sur l'exploitation, la colonisation et même sur l'esclavage. Mais bon, si on s'aventure sur ce terrain-là, on pourrait rappeler par exemple qu'il reste en plein Paris un magnifique palais construit avec l'argent d'un marchand d'esclaves, Antoine Crozat, en 1720. C'est un des tout derniers bâtiments de la ville à avoir cette histoire-là. Vous pouvez le visiter pendant les journées du patrimoine, il s'appelle le palais de l'Élysée. Je déconne pas du tout. Oui, voilà, c'est pour ça en France, toute cette histoire-là, on préfère pas trop y penser. C'est pas à ça qu'on pense en tout cas quand on regarde les jolis bijoux de Sissi l'impératrice et de la reine Bégonia. Ces perles et ces diamants ont été assemblés par les meilleurs orfèvres de l'époque pour en faire la parure de notre dernière souveraine. Et je pense que les Français ont très très bien compris ce qui se passait là, et qui est tout à fait dramatique. Voilà, on y est. Là, on est dans le sujet. C'est de ça dont ils veulent parler. Donc, on va parler de ça. Très bien, pas de souci. Les Français, donc vous et nous, hein, on est sous le choc du vol des bijoux parce qu'on est nostalgique de quand on avait des familles royales qui pétaient la classe, voilà, faut le dire. Souvenez-vous de cette phrase de Macron. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. Et oui, c'est pour ça qu'on regarde Stéphane Bern, qu'on achète des bouquins de Philippe de Villiers. Quelque part, ça nous fascine.
Et alors là, comme d'hab, est-ce que ça nous fascine ou est-ce que ça fascine surtout les commentateurs, ces histoires de bijoux et de têtes couronnées? On est censé être sous le choc, mais moi personnellement j'étais pas trop sous le choc. Si le Louvre avait brûlé là, ok je serais choc-barre, mais se faire gauler 2 diadèmes, une épingle à cheveux et un prince Albert, ça va, je vais m'en remettre. Non, mais ça faisait quand même beaucoup pour une semaine. 2 jours après, je vous rappelle que des juges rouges avaient mis Nicolas Sarkozy en prison. Là aussi, j'ai appris à la télé qu'on était sous le choc. Ces images, évidemment, elles sont un électrochoc pour un certain nombre de Français. Toute chose égale par ailleurs, cet emprisonnement met en scène la seconde mort du roi. Roi que le président de la 5e République incarne, enfanté par une monarchie capétienne qui dura 900 ans et une nation républicaine depuis 3 siècles. Et oui, c'est notre bon roi Sarkozy qu'on a mis en prison et quelque part, c'est comme si on commettait un second régicide. Tout ça peut vous paraître un peu ridicule, mais je vous assure que ça l'est pas tant que ça. Non, parce qu'il y a toute une ambiance en fait. Il y a 30 ans, quand on entendait parler les nostalgiques de la monarchie, on rigolait franchement. France Inter a, pendant 10 ans, confié à Stéphane Bern une émission, Le Fou du Roi, dans laquelle les inclinaisons monarchiques de son animateur étaient traitées à la rigolade. Sauf que ces derniers temps, on rigole beaucoup moins. La France d'avant la Révolution française, la France éternelle, c'est devenu un vrai sujet. Face au déclin supposé du pays, qui s'humilie en envoyant Sarko en prison, qui se sent rabaissé quand on lui vole ses breloques, on se plaît à regretter un pays qui n'existerait plus que dans les livres et sur les cartes postales. On se rassure comme on peut. Dans Paris Match, la semaine dernière, vous disiez en couve, il est quand même chouette, notre pays. Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai bien aimé cette phrase. L'acteur Jean Dujardin était l'invité du 20h de France 2 le 16 octobre dernier. C'était l'occasion rêvée de parler un peu de la France, tiens. Allez, ouais, un peu de patriotisme, ça peut pas faire de mal. Est-ce que vous avez l'impression qu'on le malmène, qu'on se malmène, que finalement la France, vous savez cette phrase de Sylvain Tesson, vous l'avez joué dans les Chemins Noirs, qui dit « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Est-ce que ça résonne avec vous? Elle a cité Sylvain Tesson, déjà c'est intéressant ça. On met ça de côté, on va y revenir sur Sylvain Tesson, vous en faites pas. Moi, je note déjà qu'on a 2 riches qui nous expliquent qu'on vit dans un bien beau pays. Et c'est vrai que la France de Macron, quand tu touches 25 000 balles par mois comme Salamé, ça doit être un super terrain de jeu et de fête. Et attendez d'avoir le point de vue du multimillionnaire Jean Dujardin, un des acteurs les mieux payés de France. Lui, il regarde pas trop les infos, il le dit lui-même, mais il a quand même un avis sur le pays, vous en faites pas. On va regarder les infos pour avoir un avis, alors que je pense qu'on peut avoir un avis sur la France. On peut garder son avis sur les choses, sur les gens. On a un très joli pays. Bon, jusque-là ça va, mais vous allez voir, on y arrive. Entre le littoral, entre les régions, la gastronomie, enfin... Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors, je suis rétrograde parce que j'aime le pâté. Et voilà, c'est cette phrase qui a un peu tourné. Je suis rétrograde parce que j'aime le pâté. C'est beau comme du Fabien Roussel. Mais surtout que personne n'a jamais dit qu'on n'avait pas le droit d'aimer le pâté. Il irait à la fête de l'UMA, il ferait le tour des stands, il verrait que même à gauche, on aime bien le terroir. Moi, la dernière fois là-bas, j'ai mangé des tripes. Et personne t'a traité de facho? C'est peut-être que c'est pas ça qu'on reproche à Jean Dujardin au fond. Je suis pétainiste parce que j'aime les littorales. Jean Dujardin, on sent qu'il est vexé. Depuis qu'il assume son image de franchouillard, c'est vrai qu'il a essuyé un certain nombre de critiques. Évidemment, on se souvient de sa prestation virile dans le rôle de Jean-Mich, le boulanger bien de chez nous, que le monde entier a pu découvrir lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en 2023. Ringard, grotesque, réac, il s'était fait traiter de tous les noms à l'époque, et ça lui était peut-être resté en travers de la gorge, on peut le comprendre. Il avait même fait la une de Valeurs Actuelles qui avait trouvé son univers absolument charmant. Le magazine d'extrême droite avait reconnu la France qu'il aime dans ce tableau sépia et chauvin. Et là aussi, Jean Dujardin avait râlé. Il avait même dénoncé cette récupération. C'est pas parce qu'on aime le pâté qu'on lit Valeurs Actuelles. D'ailleurs, il n'est pas le seul à crier à la récupération politique. Thibaut InShape sort un livre et à l'occasion de diverses interviews, il a pu se plaindre lui aussi d'avoir été mal compris. Quand la fachosphère choisit ses héros, elle ne leur demande pas forcément leur avis. Je mets le drapeau français dans ma salle de sport, c'est parce que je suis français, c'est parce que quand je suis à l'étranger, je suis fier de dire que je suis français. Non, pour moi, le drapeau, il est apolitique, il appartient, il dépasse un petit peu tous les trucs. Et il faudrait pas que ce soit, ça a été peut-être, oui, trop récupéré peut-être. Et en parlant de récupérer, oui, il y a beaucoup de... Moi, ce qui me peine, c'est que mes prises de position ou mes vidéos YouTube sont récupérées politiquement et j'ai pas envie aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, parce que j'ai pas envie que les gens s'attribuent un peu mon succès, mon mérite en disant « Ah ben Thibaut défend notre cause » alors que non, j'ai rien à voir avec ces personnes. Jean et Thibaut sont fiers d'être français. Ça n'est pas un crime, non? Le problème, c'est que la France, ça veut tout et rien dire. La France mise en scène dans la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, c'est une certaine France. Une France dans laquelle certains vont se reconnaître et d'autres non. D'autres vont préférer la France qu'a mis en spectacle Thomas Joly pour les JO, une France plus inclusive, plus moderne, une France plus rock, qui n'a pas honte de son histoire révolutionnaire, une France qui n'a pas peur de conjuguer son passé au présent. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la
Bon, ici on trouve qu'il y a une cérémonie où on s'est tapé la honte et une autre où on a vraiment assuré. Mais voilà, c'est pas grave, on peut débattre. Ce qu'on voulait noter là, nous qui nous concentrons sur la critique média, c'est que dans les grands médias, on entend quand même beaucoup plus de célébration de la France éternelle de Jeanne d'Arc et du saucisson que de la France ouverte et moderne qu'on a vue au JO. Il faut dire que la chasse aux wokistes est ouverte, particulièrement dans les médias bourgeois qui se font une idée assez particulière de ce qui plaît aux Français moyens, aux Français normal. Je revendique petit Français normal, avec des valeurs simples, j'aime le pâté, comme dirait Jean Dujardin, et qu'aujourd'hui, il faut absolument être dans le délire wokiste, s'émerveiller devant un mec à poil peint en bleu, et celui qui dirait que c'est pas bien de foutre un mec à poil en bleu, et traité de facho. Il est facho. Antoine Diers, que vous venez d'entendre, était un soutien d'Éric Zemmour, porte-parole de Reconquête. Un navire qu'il a quitté quand il a compris qu'il allait être difficile de se faire élire à l'Assemblée nationale avec cette étiquette. Et c'est ainsi qu'il s'est reconverti en français normal et en chroniqueur télé, ici pour les grandes gueules sur une chaîne de Rodolphe Saadé. Anas Kazib, lui, il a fait le chemin inverse. Il s'est fait virer des grandes gueules pour finir militant politique dans le parti d'extrême gauche Révolution Permanente. Là, vous allez l'entendre sur Sud Radio dans la toute nouvelle émission que la station marquée à l'extrême droite a confiée à Magali Berda, la papesse des influenceurs. Pour lui aussi, dans les médias, on fait surtout l'éloge d'une certaine France, et ça n'est pas celle d'Aya Nakamura. La France, c'est sous l'œil des bourgeois, c'est Napoléon Bonaparte, c'est les rois de France, c'est ça la France. C'est jamais la colonisation, c'est jamais les mutins de la Première Guerre, c'est jamais Saint-Domingue, c'est jamais mai 68, c'est jamais les grandes grèves de 36, c'est jamais ça. C'est systématiquement Napoléon Bonaparte, le béret, le pâté. Pour lui apporter la contradiction, Magali Berda a choisi Emmanuelle Brisson, candidate à la présidence des Jeunes LR, et pour elle, ne pas accepter de faire l'éloge de Napoléon, c'est suspect. Alors pourquoi est-ce que vous critiquez la France du pâté, de la baguette et du béret, et pas la France du monde woke avec voilà, des transsexuels partout, des drapeaux LGBT et autres? Et là-dessus, Magali Berda va poser une question innocente. Vous avez honte d'être français? Voilà, si on n'aime pas leur France, c'est qu'on n'aime pas la France tout court. Et ensuite, Emmanuelle Brisson, après lui avoir dit que s'il aimait pas la France, il pouvait la quitter, elle va se plaindre de ne pas pouvoir parler parce que le camarade Anas aboie. Je peux pas parler, il aboie. Allez-y. Excusez-moi, par contre, on essaie de se respecter. Je vous ai pas manqué de respect. Me dites pas que j'aboie. Pourquoi j'aboie? J'ai l'air d'un chien. Non mais c'est elle qui agresse là. Magali, elle va intervenir, c'est sûr. Et en fait, c'est vrai que vous êtes très nerveux. Non, vraiment, je vous jure, vous êtes très nerveux. C'est vrai? Ah, ça va? Mais ça va. Ah, bah, non, j'aime pas juste qu'on me traite de chien et qu'on me dise dégage. Non. Bon, allez, une dernière question, et cette fois, Anas, tu réponds par oui ou par non. Tu commences pas à donner des arguments et tout, sinon on va pas s'en sortir. Anas, en réponse claire, vous êtes fier d'être français? Est-ce que je suis fier d'être français? Oui ou non? Moi, je suis fier d'être un travailleur ici en France. Est-ce que vous êtes fier d'être français? Je suis fier de lutter. Selon l'Informé, depuis que la station assume son parti pris à l'extrême droite, elle aurait triplé ses recettes publicitaires. Comme quoi, ça paye de faire des procès en anti-France. D'ailleurs, ces procès en anti-France, on ne les fait pas à n'importe qui en général. Vous noterez que ça concerne surtout ceux qui sont pas blancs. Souvenez-vous de ça, c'était en 2017 dans les grandes gueules. Je dis vive la France, vous pouvez pas dire vive la France? Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France pourquoi en soi, le 14 juillet Pas convaincant. Non mais je sais pas, vous voulez que je me mette au garde à moi, que je me mette à chanter la Marseillaise quoi? On pourrait s'attendre à ce que pour faire contrepoids au discours anxiogène, réac et souvent raciste qu'on entend toute l'année sur les chaînes privées, le service public essaie de donner une autre image de la France. Non pas parce que le service public devrait être de gauche, mais juste parce qu'il devrait être à tout le monde. Par définition, il est censé être inclusif, c'est à nous tous, c'est une de ses missions. Sauf que ça s'entend pas toujours. Sur le service public aussi, on aime bien la France éternelle. Vous vous souvenez de la gourmandise dans les yeux de Léa Salamé quand elle a lancé Jean Dujardin sur le sujet? Vous vous souvenez qu'elle avait même cité Sylvain Tesson? Et bah sur France Inter, si vous avez écouté la matinale du 20 octobre, un peu après l'interview de Darmanin, l'invité c'était Sylvain Tesson justement. Après le vol des bijoux, la rédaction d'Inter a estimé que ce matin-là, on avait besoin d'entendre un peu parler de la France éternelle. Oui, il y a le vent qui la traverse, la France éternelle. Mais il y a aussi, au sommet de la colline, il y a une petite église. Et c'est dommage d'en enlever la croix, comme a fait Mitterrand quand il a fait l'affiche de la force tranquille. Et oui, il y a des mecs qui en veulent encore à Mitterrand. Il a salopé la France, Mitterrand, on l'oublie pas, hein? Eh bah oui, on serait bien curieux de savoir ce que Sylvain Tesson il en pense de la France d'aujourd'hui, de celle d'Aya Nakamura, des manifs climat et de Drag Race. Oh, mais je crois qu'il aime pas du tout. Sauf que si lui il dit qu'il aime pas cette France-là, on va pas en déduire qu'il n'aime pas la France. C'est comme si les bourgeois avaient fait une OPA sur l'identité nationale. La seule, la vraie, c'est la leur. C'est ce que disait Anas Kazib.
Et c'est terrible, parce qu'ils doivent être vraiment malheureux quand ils regardent la France d'aujourd'hui. Oui, c'est ce que dit Sylvain Tesson, il est triste. Il est douloureux d'être français collectivement, il est doux de le rester individuellement. Il veut pas être français avec nous, avec les Français. Il préfère la petite France qu'il a dans sa tête, avec Napoléon et tout. Ce paysan de la Troisième République qui disait moi je suis pour la République, à condition que ce soit Napoléon le roi. J'adore cette boutade parce que c'est la phrase parfaite du grand embrassement. Subtil ça, le grand embrassement. On comprend pas trop ce que c'est, mais ça rappelle une formule bien connue. Oui, allez, bon, c'est qui Sylvain Tesson? Parce qu'avec Léa Salamé, depuis le début, on vous saoule avec Sylvain Tesson, mais tout le monde sait peut-être pas qui c'est. Sylvain Tesson est présenté comme un simple écrivain voyageur, un homme de littérature et d'aventure. Le journaliste François Krug a sorti en 2023 un bouquin intitulé « Réaction française, enquête sur l'extrême droite littéraire ». Il était venu en parler à Blast à l'époque. Dans son livre, il revenait sur le parcours de quelques auteurs familiers des salons parisiens et des plateaux télé. Il évoquait par exemple la jeunesse antisémite de Yann Moix, l'islamophobie de Houellebecq, et il revenait aussi sur la figure de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, lui, il a l'image de... comment dire, de l'auteur apolitique, mais apolitique par définition parce qu'il est voyageur. Alors après, quand tu grattes un peu et que tu lis ses bouquins attentivement, il y a à chaque fois des petits passages où, si tu es de droite, voire d'extrême droite, tu peux dire « Ah ouais, c'est bien, là, il a réussi à glisser un truc sur les migrants, sur l'islam, sur les musulmans, sur les mahométans », comme il dit. D'ailleurs, il utilise ce terme-là. Oui, c'est ce qui ne se fait plus quand même depuis un bon moment. On vous conseille d'écouter en entier cet entretien avec Denis Robert. Vous en apprendrez sans doute pas mal. La thèse du bouquin, c'est qu'à la télé, dans les années 80 ou 90, quand les plateaux politiques étaient encore hostiles aux représentants de l'extrême droite, les plateaux littéraires, eux, étaient beaucoup moins regardants. Et ça a permis à quelques auteurs radicaux de se faire une place dans le milieu, et Sylvain Tesson était de ceux-là. Sylvain Tesson bossait à Radio Courtoisie, était fan de Vénère, le vieux monsieur qui s'est suicidé. Principaux théoricien maintenant on appelle ça la droite identitaire, mais théorisé quoi. Ça passe dans un discours hyper théorique, hyper sur 30 000 ans de civilisation européenne. C'est vrai qu'il y a une façon de pas dire de civilisation blanche ou de race blanche. C'est pas pour rien que Tesson, dans les groupuscules identitaires, ça fait partie des lectures recommandées. Et maintenant, ça fait aussi partie des lectures recommandées par France Inter. C'était intéressant comme discussion parce que Tesson est très fin, mine de rien. Il déteste l'État, l'administration, il aime les vieilles pierres, les siècles d'histoire et les paysages bucoliques d'un pays dont il aimerait restaurer l'unité. Il célèbre l'enracinement rural et exècre les Parisiens nomades et leurs TGV. Vous voyez, c'est subtil. En plus, il cite pas Maurras et la terre qui ne ment pas, il cite Braudel. Les journalistes sont fascinés et lui demandent de parler encore de la France, cette France qu'il connaît si bien. Je pense qu'on peut aller sur les chemins de France sans faire de sociologie, toujours. Je ne suis pas un sondeur. La sociologie, c'est pas un gros mot, Sylvain Tesson, d'essayer de comprendre voilà, encore la façon dont fonctionnent les systèmes. Et quand on vous écoute, et vous parlez très bien de ce pays et de la beauté du parc des Calanques, mais est-ce que parfois il n'y a pas une sorte de biais esthétique qui vient et qui fait passer au second plan les préoccupations de ceux que vous croisez parfois dans ces pérégrinations? Et là, pas mal, Benjamin, tu y es presque. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de la France telle qu'elle est dans les envolées de Sylvain Tesson. Et c'est normal, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est la France éternelle, ce monde englouti, cette Atlantide dont nous peuplons les ruines assez piteusement, à peine digne de la grandeur de nos glorieux ancêtres. Et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance, vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit, vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films ou dans les livres, le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle. Cette mélancolie, elle est très politique évidemment. Elle permet de faire l'éloge d'une France blanche, d'une France hiérarchique, patriarcale, d'une France colonisatrice, guerrière, dominatrice, impérialiste. Peut-être que c'est parce qu'elle est un peu moins tout ça qu'elle est moins grande, la France. Car elle est moins grande, hein. Pour ces gens-là, la France est en déclin. La France est un vieux pays qui porte le deuil d'une grandeur défunte. Et pour vous, c'est un fait, on est entré dans une période de décadence qui annonce la fin de la civilisation occidentale. Ça vous paraît inéluctable ? Oui, oui, oui. Je crois qu'il faut élargir encore le contexte. Ce qui se passe, c'est un processus d'ensauvagement, de décadence. Dans leur récit, chaque victoire démocratique et sociale devient une cause du déclin. La Révolution française, bien sûr. On a perdu le roi. Le Front populaire. On a perdu la discipline.
Les grandes grèves de 1995, alors là on a carrément perdu la tête et on va le payer. Écoutez François-Olivier Gisbert. Pauvres Français, ils veulent le déclin, ben ils vont l'avoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arrêter le pays parce qu'ils veulent que les agents roulants de la SNCF et de la RATP, parce que c'était bien ça le problème, c'est pour ça que les Français sont mis en grève, continuent à prendre leur retraite à 50 ans. Mais c'est quoi ce pays? Mais c'est quoi ces Français? En fait, ils aiment la France, mais ils aiment pas vraiment les Français. Ils aiment pas les vivants, ils aiment les morts. C'est comme s'ils voulaient nous entraîner avec eux dans leur culte morbide, et pour ça, ils sont prêts à mettre les moyens. Partout en France fleurissent les spectacles qui mettent en scène cette France largement fantasmée. En ce moment par exemple, il y a un spectacle sur Notre-Dame de Paris qui se lance dans une petite tournée. Attention, il n'y aura pas Garou, pas Patrick Fiori, vous plantez pas. Et Chloé, la Dame de Pierre, c'est un peu le spectacle de la démesure, les chiffres sont impressionnants. Hein. Oui, et je vais vous en donner quelques-uns. Il réunit quand même 90 acteurs sur scène. Hein. Ce spectacle, c'est aussi 24 musiques originales. Elles ont toutes été enregistrées avec un orchestre philharmonique, 490 costumes et un décor de 10 mètres de haut. Le créateur du spectacle est un ancien du Puy du Fou et de l'Action française, évidemment. Évidemment, et il y a eu de la promo sur CNews, mais la tournée est en partenariat avec la station Europe 1 de Bolloré, et le spectacle a été monté avec l'argent du Fonds du bien commun de Pierre-Édouard Sterrin, évidemment. Quand on regarde le programme, on comprend qu'on va pas mal parler de royauté, de religion, et surtout regardez, la Révolution française et ses contestations. Voilà, on va contester la Révolution française manifestement. Et oui, parce que la vraie France, c'était avant la Révolution française. C'était les rois, le catholicisme et les chevaliers. Le pays des chevaliers et des gentes dames. Vous l'aurez compris, le catholicisme c'est important. Pour Sterrin comme pour Bolloré, c'est pas seulement un truc mystique, c'est quelque chose de très politique. Si la vraie France, la France éternelle, elle est catholique, fatalement, ça exclut pas mal de monde. Zemmour l'a bien compris d'ailleurs, son dernier bouquin porte là-dessus, il a été invité à venir en parler sur France 3 il y a pas longtemps. L'Église a fait les rois ont fait la nation a fait la République. Donc sans le christianisme, il n'y a plus de France et moi je veux, comme beaucoup de Français, continuer à vivre en France. Donc c'est pour ça que je me bats pour protéger, défendre, exalter l'identité chrétienne de la France contre la menace actuelle qui est d'une part le wokisme qui détruit les racines chrétiennes de la France et d'autre part l'islamisation qui les remplace. Il faut, rechristianiser l'Europe pour que l'Europe ne meure pas. Absolument. Vous avez tout compris. Ah oui. Ah, il est vif Pascal, hein, il a tout compris. Et sur la chaîne d'infos de Bolloré, on ne lésine pas sur la rechristianisation. Il y a une émission chrétienne bien vénère le dimanche, Enquête d'esprit. Vous allez voir, c'est chrétien mais à la sauce extrême droite. Phénomène encore peu connu en France, des musulmans qui se convertissent au Christ. Souvent par des songes d'ailleurs, ce qui est déjà très surprenant. Mais ces convertis sont plusieurs centaines chaque année et ils bousculent par leur soif de Dieu et de son Fils Jésus. Comment mieux les accompagner et qu'ont-ils à dire aux croyants de souche parfois un peu endormis? On en parle aujourd'hui dans Enquête d'esprit avec nos invités. Les croyants de souche, vous connaissiez ça? C'est pas mal non plus. C'est comme les Français de souche, on garde l'idée de souche, d'enracinement, et puis on fait le parallèle français égale chrétien. En France, contre les musulmans, pendant des années, on a brandi la laïcité, y compris à l'extrême droite. Sur CNews, aujourd'hui, on préfère brandir le Christ. Vous noterez qu'on a franchi une étape. Et si dans la bolosphère on commence à répandre l'idée que la vraie France elle est catholique et enracinée, ça ne va évidemment pas exclure que les musulmans. Éric Tegner de Frontières a commencé à faire des listes de juifs, par exemple. C'est en tout cas ce que lui reproche SOS Racisme. Son président Dominique Sopo a annoncé qu'il allait saisir l'Arcom. CNews a supprimé le replay de la séquence, mais on peut la trouver dans l'article de Street Press qui raconte l'affaire. Mais juste pour comprendre, pour expliquer qui est Yael Braun-Pivet, cette dame-là, c'est vraiment la finition du macronisme. Macron, c'est quoi? C'est le mariage d'Alain Minc, l'argent roi, et Jacques Attali, l'homme nomade. C'est-à-dire que... Alain Minc qui dit maintenant que Emmanuel Macron est le pire président de la 5e. C'est lui qui l'a en partie créé. Ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron, il s'est construit en 2017 sur la notion de la mobilité. C'est-à-dire que l'enracinement, pour lui, ça ne lui parle pas. Ce sont des gens qui naissent, qui vivent et qui dorment dans un aéroport et ils n'arrivent pas à concevoir que la majorité des Français aujourd'hui, ils sont enracinés sur des territoires et parfois depuis des siècles. On vous a parlé de Charles Maurras, l'écrivain antisémite des années 30, grand inspirateur des pétainistes. Bon bah là, vous avez tous ces thèmes, encore une fois. Cette France éternelle, elle s'oppose bien sûr aux juifs nomades, elle s'oppose à la sécularisation de la société, à la Révolution française et donc aussi à la République, tout simplement. Et oui, fatalement, à la République et à la démocratie, et nos Maurras contemporains commencent à le dire à voix haute. Mais c'est la démocratie qui vous gêne ou c'est la Révolution, la façon dont on y est arrivé? Rappel d'un mot de Clémenceau, en d'autres circonstances, et qui, s'adressant à un hémicycle du parjure, a eu ce mot retrouvé pour la circonstance. La démocratie, c'est des rats dans un égout.
Alors j'ai cherché la citation de Clémenceau et ce que j'ai trouvé c'est « La politique, c'est un combat de rats dans un égout ». C'est pas pareil, mais avec De Villiers, ça devient la démocratie. Mais on sent chez eux une impatience d'en découdre avec la République. Il y a pas longtemps, ils sont même allés nous chercher l'héritier du trône de France, un type qui vit en Espagne en plus. Est-ce que de votre côté, vous pensez vous mettre au service des Français d'une manière ou d'une autre? Quelles seraient les conditions? Est-ce que c'est quelque chose, une question qui vous anime, et particulièrement ces derniers temps, quand vous voyez cette instabilité politique en France? Si la France le demande, je serai à son service. La condition indispensable, c'est que la France veuille le retour de la royauté. Ça, c'était le 11 octobre dernier. Alors c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu le bordel en France, hein, le cornu, tout ça. Mais sur CNews, cette crise est vue comme une opportunité. Vous dites, la Ve République est au bord de l'effondrement. Est-ce que automatiquement, vous pensez que c'est un atout pour un retour, d'une manière ou d'une autre, de la royauté? On vous a fait cette émission pour alerter. Derrière l'image rassurante et paisible de la France des paysages et des clochers, il y a des idéologues en embuscade. C'est comme ça que l'extrême droite compte utiliser ses discours sur la France éternelle, qu'ils soient portés par des gars un peu naïfs qui veulent pas être récupérés comme Jean Dujardin, par des écrivains exaltés comme Sylvain Tesson, ou par des polémistes à gages payés par Bolloré. L'extrême droite ne s'est pas sentie aussi puissante depuis longtemps. Elle retrouve des couleurs et elle est en train de renouer avec son vieux rêve, liquider l'héritage de la Révolution française. Ça y est, ça s'entend dans les commentaires qu'on vous a diffusés sur l'affaire des bijoux ou sur Sarko en prison. La République c'est ça, c'est la décadence. La République a osé mettre un chef d'État en prison. Elle n'avait pas fait ça depuis Pétain et elle avait fait ça à Louis XVI. Peut-être qu'il serait temps d'en finir avec cette aberration. Après tout, aux États-Unis, Trump est en train de le faire, lui. Il est en train de démanteler tous les contre-pouvoirs, d'installer un pouvoir autoritaire, et vous avez vu, lui aussi il mobilise la figure du roi. Un gigantesque mouvement de résistance a envahi les rues aux États-Unis il y a une dizaine de jours, le mouvement No Kings, pas de roi. Trump leur a répondu avec cette petite vidéo sur son réseau social. Idée à nos fachos français. Pour l'instant, l'extrême droite parlementaire joue le jeu de la démocratie et des élections, mais le jour où il faudra renverser la République pour sauver la France éternelle, elle sait qu'elle aura un certain nombre de médias pour la soutenir. Le groupe Bolloré, par exemple, doit être démantelé. Ça devrait être une priorité pour nos députés et pas seulement pour ceux de la gauche. Ces gens-là ne sont pas uniquement des ennemis de la gauche, ce sont des adversaires du régime. Il serait temps que tout le monde en tire les conclusions qui s'imposent. À dimanche, dans 2 semaines.